Bien, donc bonjour mesdames et messieurs. Je me présente Evelyne Bouillon, 71 ans, 2 enfants, 5 petits-enfants. Je suis élue depuis 2014 en tant que conseillère municipale, siégeant dans l'opposition. Depuis 2014, j'ai été très active avec un petit groupe autour de moi sur des projets qui, à mon sens en tout cas, ne respectaient pas l'intérêt général. Donc j'ai souvent fait des interventions en conseil municipal en ce sens et des interventions aussi plus haut, au niveau du préfet. Et ces interventions étaient souvent reliées sur les blogs ou dans les journaux. Vous avez peut-être suivi quelques-unes de mes interventions. Il est évident que pendant ces 6 ans, je n'ai pas travaillé toute seule. Donc il y avait autour de moi une équipe qui me soutenait, qui m'aidait aussi dans les démarches à faire. Et c'est à partir de cette équipe qu'est née la liste que nous présentons, Saint-Hilaire-l'Océan, c'est maintenant. Les grandes orientations, alors voilà, vous pourrez me poser des questions après, mais voilà en gros comment est née cette liste. Nous avons fait des groupes de travail. Ces groupes de travail ont désigné, m'ont désigné comme tête de liste au bout d'un certain temps. Puisqu'il leur semblait en tout cas que je représenterais la tête de liste et la mairie plus après, grâce à la connaissance que j'avais des dossiers et à mon implantation dans la commune depuis très très longtemps. Notre liste est une liste citoyenne. Alors pour nous, ça signifie quelque chose d'important. Ça signifie que dans notre liste, il n'y a aucune personne qui appartienne à un parti politique quel qu'il soit. Nous avons bien sûr des sensibilités différentes, mais ce qui nous lie en tout cas, c'est des projets et des valeurs. Alors, on va peut-être commencer par parler de ces valeurs. Il y en a 2 qui étaient déjà à l'origine de notre liste Saint-Hilaire-l'Océan en 2014 et qui bien sûr perdurent et se sont même affirmées de plus en plus. Donc ces 2 valeurs sont la démocratie. Vous vous rendez compte probablement, enfin en tout cas pour une grande partie, que nombreux projets ont été passés pendant ce mandat, on va dire en force. Or, des projets passés en force, ça n'est plus possible. La ville ne peut pas être sans cesse en tribunal ou avec des recours. Donc il faut une gouvernance, une gestion de la ville différente, et ça passe par les démocraties. On peut, je vais vous donner je ne vais pas vous donner tous les points du programme, je vais vous en donner quelques-uns que l'on appliquera lorsqu'on sera élu. Et ces points ne sont pas complets. Par contre, nous avons sorti notre programme, qui sera distribué, excusez-moi, à partir de demain. Tout à l'heure, vous pourrez le consulter. Et dans ce programme, il est évident qu'il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Alors, pour éviter les passages en force, non, c'est bien. Pour éviter les passages en force, en amont de tous les projets importants, nous créerons des commissions extra-municipales, et ces commissions extra-municipales aideront bien sûr à la finalisation d'un projet. Et en tout cas, il faudra entendre tous les Illérois qui le souhaitent. Dans chaque quartier, pour aider à cela, il y aura un référent choisi par le quartier qui pourra dialoguer directement avec les élus. Ce référent doit être formé parce que ça ne s'improvise pas. La gestion d'un groupe, ça ne s'improvise pas. La démocratie, comment la faire fonctionner, ça ne s'improvise pas forcément. Et donc, on a dans nos propositions une formation qui est prévue pour les personnes qui le souhaiteront, une formation sur la démocratie et sur la gestion des groupes.
Un autre point que je peux encore développer, alors je regarde parce qu'il y en a beaucoup, donc je vais pas tout développer. C'est au niveau du conseil municipal, beaucoup de personnes se sentent un peu brimées parce qu'elles ne peuvent pas dans un conseil municipal intervenir, mais nous proposons avant le conseil que les Ilerois puissent donner des questions écrites. Ces questions écrites, évidemment, auront une réponse, si c'est possible, à la fin du conseil. Si ce n'est pas possible, en tout cas, les élus s'engagent à la donner le plus tôt possible. Un autre point important, pour nous en tout cas, c'est la relation entre la mairie et la communauté de communes. Vous avez vu que quand vous allez voter dimanche, vous allez voter pour des élus municipaux, mais vous allez aussi voter pour des élus communaux. Nous avons intercommunautaires, pardon, pour des élus à la délégation, à la communauté de communes. Saint-Hilaire-de-Riez a 11 élus sur 49 à la communauté de communes. Ça veut dire que c'est quand même très important et que le résultat des élections à Saint-Hilaire-de-Riez va influer sur l'avenir de la communauté de communes. Pour que les Ilerois comprennent bien ce que fait la communauté de communes, nous avons prévu que le maire ou la maire ne serait pas vice-président ou président de cette communauté de communes. Ce sera 2 élus différents, ce qui permettra à chaque conseil municipal, à l'élu qui sera vice-président de la communauté de communes, de faire un rapport de ce qui se passe. Je veux juste faire une petite aparté pour vous expliquer combien cette communauté de communes a de l'importance. Le port à Bretignolles, qui devait se faire donc dans la ville de Bretignolles, est passé à la communauté de communes lors d'un conseil communautaire. Or, c'est passé en catimini et les habitants des différentes communes, des 14 communes, ne se sont pas aperçus tout de suite de l'impact que cela aurait sur leur vie et sur les finances de leur commune. Alors nous, étant la plus grande commune, évidemment, des 14 de la communauté, nous sommes impactés d'autant plus. Donc c'est un exemple, mais il se passe beaucoup d'autres choses à la communauté de communes et il faut absolument que dans les conseils municipaux, on puisse suivre ce qui s'y passe. Alors le deuxième axe de notre liste, et le deuxième axe important, c'est sur l'environnement. Donc on a travaillé déjà en 2014, pour ceux qui nous avaient suivis, sur l'environnement, et notre projet, bien sûr, s'est affiné depuis, je vais passer la parole à monsieur... non, pas monsieur. Un petit peu, tout ça. Bonjour, bonsoir. James Péloquin, j'habite Saint-Hilaire, j'habite le quartier du Terrefort, et voilà, je suis relativement passionné par toutes les choses de l'environnement, ce qui m'a fait me rapprocher d'Evelyne sur ces valeurs-là, voilà, très clairement, parce que je sais qu'elle les porte et que nous sommes nombreux à les porter sur cette, non pas liste, mais équipe municipale. Alors, parler d'environnement, c'est pas un vain mot en ce moment, voilà, vous ne pouvez pas y échapper. Ça revient dans l'actualité très fréquemment. C'était effectivement déjà porté par Evelyne en 2014. Voilà, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Voilà, vous ne pouvez pas échapper à l'urgence des thèmes écologiques ou environnementaux. Pour ma part, j'ai choisi de développer ces thèmes-là sur 2 axes. Le premier, c'est l'axe climat, et le deuxième, c'est l'axe biodiversité. Alors, on va voir comment, sur ces 2 thèmes globaux, on peut se raccrocher, et on va voir surtout que les collectivités ont une place importante pour répondre à ces problématiques globales. Pour le climat, alors sur une ville côtière, sur une ville côtière comme la nôtre, le climat et le changement climatique, on s'en aperçoit tous les jours, surtout en hiver, par l'érosion que nous avons sur le littoral.
Voilà, donc ça c'est une chose qui est très importante, sur laquelle les collectivités peuvent agir, pas tant la commune que la communauté de communes. Je pense qu'on y reviendra au moment des finances, par exemple, des financements. Et puis le deuxième axe, donc la biodiversité, elle s'effondre clairement. Voilà, faut pas avoir peur des mots. Ça peut paraître abstrait, ça peut paraître un petit peu loin de notre quotidien, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Ça nous touche très, très en profondeur, en fait, très proche de nous, et on a des réponses à donner là-dessus. Voilà, c'est inquiétant en fait de voir les oiseaux, les insectes, les plantes disparaître, toute cette diversité dont on a clairement besoin pour nous protéger, en fait. Saint-Hilaire-de-Riez, c'est une commune qui est très riche d'un point de vue environnemental. C'est une commune qui est riche parce qu'on a une diversité très importante de paysages. Vous les connaissez, je peux les citer. On a des marais doux, des marais salés en activité qui donnent des marais salants. Donc avec une diversité à chaque fois biologique qui est différente. On a ici, on est au cœur de la forêt des Pays de Monts. On est sur l'endroit le plus large et la plus grande superficie de la forêt des Pays de Monts, sur la partie sud. Voilà, c'est une zone qui est classée Natura 2000. On a des dunes grises, on a des estrans de différentes natures qui sont soit rocheux, soit sableux, et puis on touche l'estuaire de la Vie avec des estrans vaseux. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'on a une commune qui est très riche et que ça en va de notre responsabilité de préserver ce patrimoine. Voilà, parce que c'est une forte valeur ajoutée pour la commune. On a une responsabilité, mais ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut y trouver de la valeur ajoutée. Voilà, on peut aussi parler comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une forme de tourisme, par exemple, qui peut être développée, que nous développerons quand nous serons élus, une forme de tourisme vert que l'on peut développer et qui peut surtout étendre la période touristique au-delà de la période estivale. Voilà, donc ça c'est sur la richesse de la commune. Ensuite, sur les réponses à donner, on a des propositions à faire. Il y a un autre milieu que je n'ai pas cité, qui est le milieu urbain, qui est très présent sur Saint-Hilaire. C'est le quartier du Terrefort et le centre-ville. On a un milieu urbain qui est très présent, du coup très dense. Et c'est sur cette ville que nous proposons de renaturer, donc de ramener de la nature en ville. Voilà, ça passe par conserver, par exemple, l'île aux Jeux, sur lequel nous nous battons depuis des années, pour conserver cet espace-là, et on voit que ça a une vocation, ça a une réponse que l'on donne à la biodiversité, en faveur de la biodiversité, en faveur du climat, en conservant les arbres. Et puis c'est sur cette centralité, donc on est sur un espace très central au milieu de la zone urbaine. Sur cette centralité, on a des obligations qui nous sont faites sur le plan local d'urbanisme, le fameux PLU. Sur ces PLU, on a l'obligation de créer des trames vertes. Donc, les trames vertes sont des corridors écologiques qui permettent à la faune de traverser les zones urbaines, d'aller d'un milieu biologique à l'autre. Conserver une centralité verte comme on a par exemple dans le Terrefort, c'est important, puisque ça peut être le point de départ, ce sera le point de départ des trames vertes que nous mettrons en place par les voies et les avenues, par l'implantation d'arbres, d'arbustes, de voies végétales pour toute la biodiversité. C'est une réponse au climat sur des quartiers qui sont très, alors pas entre guillemets, qui sont très bétonnés. Voilà, on a besoin d'ombre, on a besoin d'arbres pour assainir le climat, etc. Je peux parler des placettes. Sur ces quartiers urbanisés aussi, on a relevé, ça c'est une de nos propositions, on a relevé un certain nombre de placettes. Donc on a des petites placettes d'espace vert et en fait on propose des enveloppes de quartier, on propose que par une régie de quartier, les gens puissent par une enveloppe proposer des choses à la mairie et être acteurs du développement environnemental de leur quartier, par le biais de ces petites placettes qui sont éparpillées dans la zone urbaine. Je crois avoir fait le tour. Après, je peux y répondre aux questions. Ah, si. Alors si, je peux. Il y a un axe agricole, effectivement, qui
on a une partie agricole qui est très importante et très prégnante sur la commune, qui se situe alors, sur toutes les zones de marais, parce qu'on a un élevage qui est toujours en place, qui est très important, voilà, qui est une réponse à la biodiversité, hein, dans la plupart du temps. Et puis on a un quartier, le quartier de la Fradinière, où on a historiquement, et c'est encore le cas, et nous souhaitons vraiment que ça reste le cas, on a un quartier où on retrouve une agriculture maraîchère, et voilà, et ça c'est une réponse directe à une alimentation locale. Nous, ce que nous souhaitons, c'est favoriser les circuits courts pour que cette agriculture-là puisse revenir aux habitants de la commune au mieux, voilà, par un plan alimentaire territorial. Nous proposons ça, un PAT, plan alimentaire territorial, pour aider à l'installation et au maintien d'une agriculture vivrière, le plus naturel possible, ça clairement, puisqu'on est sur un quartier où on n'a pas que de l'agriculture sur la Fradinière, c'est un quartier où on a de l'agriculture et un parc résidentiel, donc la cohabitation entre les deux, très honnêtement, elle est mieux naturelle que chimique. Je pourrais répondre aux questions, ça sera sans doute plus facile. Deux grands axes de notre programme. Il est évident que si l'environnement et la démocratie participent au bien-être et au bien vivre ensemble, ce ne sont pas les seuls paramètres. Il y a bien d'autres paramètres sur l'habitat, la santé, sur la culture, sur l'éducation. Donc on ne va peut-être pas dérouler complètement tous ces thèmes, mais tout à l'heure on pourra répondre à vos questions et il y a des colistiers qui pourront aussi répondre plus précisément sur certains points. Je voudrais maintenant passer la parole à Alain tout à l'heure, puisque là on va revenir sur la communauté de communes et les finances, et donc on va voir comment c'est impactant et comment on a réfléchi aussi à ces thématiques-là. J'ai peut-être, juste avant de passer la parole à Alain, quelque chose à dire. C'est que tout à l'heure, James vous a parlé de la défense contre la mer. Et effectivement, dans notre programme, nous avons aussi pensé que la communauté de communes seule pourra faire des choses, mais qu'elle serait plus encore efficace si on travaillait avec les autres communes, les autres communautés de communes du littoral. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc la communauté de communes. Alors la communauté de communes, c'est une institution qui prend de plus en plus de place dans votre vie quotidienne. C'est une institution qui aujourd'hui a 29 compétences, dont 2 vous sont particulièrement connues, du moins je le suppose, mais une au moins sur les 2, c'est le ramassage des ordures ménagères. Une autre, un peu moins connue, l'accueil des gens du voyage, c'est-à-dire la construction d'aires d'accueil pour les gens du voyage. Cette communauté de communes a une particularité, c'est que ces 29 compétences ne sont pas exercées en totalité par la communauté de communes. Cela signifie que les 14 communes de cette communauté ont gardé une part donc, des compétences et la communauté de communes en a une autre part. Alors pour nous, ça a une incidence directe. C'est-à-dire que comme la compétence est partagée, ça veut dire que la communauté de communes impose d'un côté sur cette compétence et que la commune impose de l'autre côté sur la même compétence. Ce qui signifie que vous payez en fait 2 fois pour une même compétence. Il est bien évident que dans le cadre de notre équipe, si nous siégeons à la communauté de communes, nous demanderons une clarification des compétences entre la communauté de communes et les communes pour qu'il n'y ait pas cette double imposition. Normalement, vous avez vu un exemple sur les ordures ménagères. Les ordures ménagères sont totalement passées à la communauté de communes, mais la ville de Saint-Hilaire n'a pas compensé la totalité de ce que vous payez à la communauté de communes. Elle ne vous l'a pas restitué entièrement sous forme de baisse d'impôts. Voilà. La communauté de communes, elle a des petits soucis à se faire parce que depuis 2012, son autofinancement est en baisse. Il a perdu à peu près 35%. Ce qui signifie que pour financer des projets, eh bien, il faudra avoir recours à 2 solutions.
Deux solutions qui sont très très simples et que vous avez tout de suite, vous avez certainement dès maintenant découvert. C'est la première solution, c'est tout simplement d'avoir recours à la fiscalité, soit d'avoir recours à l'emprunt. Alors, je vais prendre un exemple très simple, mais que je ne vais aborder que sur l'aspect financier, c'est le port à Bretignolles. Évelyne Bouillon vous a dit que ce port, c'était d'abord un projet de Bretignolles, commune de Bretignolles. Mais la commune de Bretignolles, par l'intermédiaire de son maire, qui était aussi président de la communauté de communes, a fait en sorte que ce soit la communauté de communes qui le prenne en charge. Alors financièrement, évidemment, ça va nous toucher, puisque ce port coûte, prévision de la communauté de communes, 42 millions, mais il se dit qu'on serait plus près de 80 que de 40. Et donc, cette somme, il va bien falloir, la sortir. Et d'où va-t-elle sortir? Elle va sortir de nos poches. Parce que l'autofinancement diminuant, eh bien, le recours à la fiscalité s'impose, le recours à l'emprunt s'impose. Alors, ça va être soit l'un, soit l'autre, mais ça peut être un mix des deux. Soit on choisit de fonctionner les contribuables tout de suite, soit on remporte la dette sur nos enfants et nos petits-enfants, ou on fait un mélange entre les deux. Cette communauté de communes, elle a besoin d'avoir une clarification de ses compétences, mais aussi une clarification dans ses choix d'investissement. Et on remarque une chose, c'est que lorsqu'on étudie le budget de la communauté de communes, et la Chambre régionale des comptes l'a remarqué bien évidemment, c'est que lorsque la communauté de communes élabore son budget, elle met tout ce qu'elle veut faire sur une colonne, donc la colonne dépenses, et puis à côté, elle met la colonne recettes, et puis on voit que la colonne recettes est trop courte pour payer les dépenses, et là, au lieu de faire une recherche d'économie ou de faire des efforts de gestion, c'est la fiscalité qui équilibre le budget. Donc, cette communauté de communes, elle a besoin, elle aussi, d'une nouvelle gouvernance, et c'est cette nouvelle gouvernance que nous souhaitons apporter si les Illéroises et les Illérois nous font confiance. Voilà, merci à vous. Quelles seront les premières actions que nous ferions lorsque nous serons aux commandes? Alors, la première, vous en doutez, c'est la reprise du PLU. Alors, ce PLU qui a mis vent debout un très grand nombre d'habitants a été fait hâtivement, il a été fait sans suffisamment de concertation avec les habitants, si bien que certains se sont retrouvés là encore devant des transformations de zonage très tardivement. Donc ça, c'est pas possible, et ce PLU devra être repris, ça sera vraiment notre premier travail, et repris en association, bien sûr, avec à travers des commissions extra-municipales avec les habitants. Le deuxième, concernera en finir avec cet îlot Jeanne d'Arc, qui est un vrai serpent de mer depuis des années et des années, où 40 ans, voilà, dit madame, et c'est ça, avec des projets successifs de port, des projets successifs qui n'ont jamais abouti. Et le dernier en date était juste avant les élections de 2014, oui, de 2014, je dis bien, où M. Fraisse avait signé un compromis pour... lui appelait ça une thalasso. Nous, on a vu tout de suite que c'était pas une thalasso, mais que c'était un grand complexe immobilier déguisé en thalasso. Donc, excusez-moi, donc on a très bien étudié le dossier. Il est, contrairement à ce que dit le maire sortant, tout à fait révisable. Dans le compromis de vente qui date de l'époque 2014, donc qui a été signé par les élus de l'époque, il y a une clause qui est suspensive et qui n'est pas respectée, c'est l'autorisation de pompage et de rejet en mer, et il y a une deuxième clause qui est un contrat lié avec M. Serge Blanco. Or, Serge Blanco devait, et c'est marqué dans le contrat qui n'a jamais été signé avec Serge Blanco, devait exploiter la thalasso.
Serge Blanco est parti. Donc voilà. Alors, contrairement à ce que vous dites, ce dossier n'est absolument pas avancé et plié. Le troisième, c'est l'île aux Jeanne d'Arc. Vous connaissez depuis très longtemps notre position. L'île aux Jeux. Vous connaissez depuis très longtemps notre position et James vous l'a rappelé. Pour nous, c'est impossible que cet espace qui a été donné lors du remembrement par les agriculteurs, enfin les exploitants, par les gens qui avaient les terres, il avait été donné à la commune pour en faire une zone de bien commun. Cet espace a été très longtemps utilisé en piscine, pour une piscine qui était en délégation de service public que certains ont peut-être connu. Ensuite, il a été en délégation de service public à un porteur de projet qui s'appelait l'île aux Jeux, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, avec des espaces ludiques. Et puis, il a été repris sous M. Fraisse pour en faire un espace commercial qui agrandirait l'espace actuel. Pour nous, c'est pas possible, d'autant qu'on n'est pas contre les commerces, hein, il en faut, mais qu'en donnant le commerce de ce côté-là de la route, pour certains qui voient un peu où c'est, enfin, d'un côté qui pérue, nous mélangeons totalement et les zones de loisirs, et les zones commerciales, et les zones d'habitation. Alors que dans l'PADD, c'est-à-dire le projet d'aménagement, de développement durable de la ville, c'est pas possible puisque ces zones doivent être strictement séparées. Donc là encore, c'est pas tout à fait logique. Et c'est pas gagné du tout, contrairement à ce que vous allez entendre partout. Le dernier point, on vous l'a dit, c'est le port, et là ça passe par la communauté de communes, c'est très important, puisque si la gouvernance change, eh bien aussi les projets de la communauté de communes pourront être remis en cause, et en particulier ce port. Alors, nous sommes contre, pas parce que nous sommes contre tout, hein, nous sommes contre depuis très longtemps, nous sommes contre pour des raisons environnementales, que James vous a un peu expliqué, pour des raisons de sécurité également de la population, puisque quand on coupe cette dune et qu'on voit que derrière, ben, c'est quand même la mer qui va aller très loin et que le port, le petit village de Brême n'est pas, pas très élevé, donc il y a des vrais risques d'inondation et de submersion marine. Pour des raisons hydrologiques, parce que dans ces failles au niveau de la Normandelière, il y a énormément de nappes phréatiques et elles pourraient être siphonnées si les travaux se faisaient. Ça, on n'en est pas sûr, mais même les scientifiques n'en sont pas sûrs. C'est une probabilité. Et enfin, comme on vous l'a expliqué, pour des raisons économiques qui sont aberrantes, quoi. Et qui mettent, là encore, nos générations en cause. Enfin, en danger, pas en cause. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes complètement opposés, puis on vous a donné un petit peu les quatre grands dossiers qui seront tout de suite à ouvrir. Je sais pas, je pense qu'on peut aller un peu plus loin, mais peut-être qu'on peut passer aux questions aussi. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas présentées. Vous aurez tout à l'heure le programme un petit peu en avant-première, puisqu'il vient de sortir des presses. Donc il y a énormément de choses sur la santé, sur un tas de choses. Donc là, je pense que vous pourrez peut-être poser des questions. Qui veut se lancer? C'est toujours difficile, le premier. Dany, tu peux peut-être passer le micro, je ne sais pas. Bernadette Moreau. Donc je suis, comme vient de l'indiquer Evelyne, je suis la présidente de l'association Les Amis de la Bourrine du Bois-Jucourt. Donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur, effectivement, nous allons faire aussi un petit peu d'histoire. La Bourrine a été construite aux environs des années 1818, hein, on n'est pas tout à fait sûr. Donc elle a appartenu à la famille Grandemère de toute façon, c'était donc la famille Grandemère qui en était propriétaire. Notre Armandine nationale en est devenue propriétaire à la mort de son père, je pense que c'était en 1934 si mes souvenirs sont exacts. Armandine a habité cette bourrine jusqu'en 1967, hein, où elle a vécu dans cet espace sans eau, sans électricité,
hein, à se chauffer avec les grainettes et puis les cousins éventuellement. Et finalement, en septembre 2018, la bourrine est fermée définitivement. Donc, pourquoi? Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Aucun travaux, aucune décision. Effet sans doute du calendrier, lors d'une réunion publique du maire, candidat à sa réélection, on nous annonce la réouverture du site pour juillet, août et septembre. Évidemment, sans concertation avec l'association Les Amis de la Bourrine du Bois-Jucou. Donc voilà, la Bourrine va rouvrir, en principe pour 3 mois, et sans doute va-t-elle refermer si M. le maire est réélu. Mais bon, pour le moment, nous sommes dans l'attente. Bonsoir à tous, Mathieu Mauvry. Donc, je travaille dans le logement social depuis près de 12 ans. Donc je connais, de par mon expérience, les problématiques du logement sur la Vendée et aussi sur Saint-Hilaire. La problématique du logement, elle ne touche pas qu'une seule catégorie de la population. Le problème du logement va du jeune couple qui souhaite s'installer à la personnes âgées, aux personnes âgées. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de jeunes couples ont du mal à pouvoir se loger, soit tout simplement dans le logement, dans le parc privé, de par des loyers qui peuvent être trop onéreux, ou alors tout simplement par un manque de logement. Donc aujourd'hui, il est vrai que sur Saint-Hilaire, on a pas mal de constructions et on a eu pas mal d'autres constructions de logements dits sociaux. Alors, le terme logement sociaux fait toujours un petit peu peur. Je tiens tout de suite à casser cette image. Les bailleurs sociaux, moi je travaille pour Vendée Habitat pour ne pas le citer, a pour mission de pouvoir loger tout type de population qui a besoin de se loger tout simplement comme vous et moi. Donc aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont tendance à créer des petits logements, T2, T3, mais il est vrai que pour un jeune couple avec 1 ou 2 enfants, il y a besoin d'avoir des logements un peu plus grands. Donc ça, c'est un axe sur lequel il faudra travailler. Moi, je voulais savoir, éventuellement, donc, en cas de deuxième tour, comment vous vous positionnerez, puisqu'on est nombreux à souhaiter une alternance. Et donc, est-ce qu'on mettra toutes les chances de notre côté pour avoir une alternance au sein de la municipalité? Alors, je vais vous répondre. Là, on est au premier tour, on a quand même des différences. Donc, il est normal au premier tour de marquer ces différences, des différences qui sont derrière nous, hein, de prises de position différentes pendant très longtemps. La liste de Madame Katia Vielle, puisque c'est d'elle que vous parlez, a changé, enfin, les gens de sa liste ont changé très récemment de position. Ils se sont devenus plus environnementaux, plus démocratiques, plus écologiques, plus dans l'air du temps, et c'est très bien, puisque la petite graine qu'on a plantée en 2014, on peut dire qu'elle a germé. Donc ça, c'est parfait. On est comme vous, on n'a pas du tout envie de revoir M. Boudelier aux manettes, donc effectivement, il y a 2 tours. Au premier tour, on développe nos idées, on développe nos valeurs, on développe notre histoire, on développe tout ce qu'on a fait pendant ce mandat. Et au deuxième tour, je pense qu'effectivement, comme vous, il faudra qu'on arrive à s'entendre. Ceci dit, ça sera beaucoup plus facile que ça ne l'était en 2014, puisqu'en 2014, les projets étaient totalement différents. Hein, puisque M. Le Bourdet était pour la complexe immobilier Thalasso, pour vendre l'île aux Jeux, il a voté pour le port, donc c'était très compliqué, c'était pas possible, c'était la carpe et le lapin, c'était pas possible. Là, ils ont évolué, et bien donc on pense que ça sera possible. Mais là, on est au premier tour, donc au premier tour, on défend vraiment notre